Bonjour à tous, troisième vidéo dans notre série de vidéos consacrées au marché. Je voudrais revenir dans cette troisième vidéo sur quelque chose qu'on a déjà abordé dans la première vidéo, qui était l'analyse des pentes des courbes d'offres et de demande. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà abordé, mais que je voudrais maintenant préciser, ainsi que nous invite le programme. Alors rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, on avait construit une courbe d'offres et une courbe de demande dans le cadre toujours d'un marché parfaitement concurrentiel et on disposait dans chaque cas des équations de chacune des courbes. Alors connaître les équations permet d'avoir le chiffre exact des pentes de chacune de nos courbes. Donc ici, on avait la pente de la courbe d'offres qui représente la propension marginale à produire. On avait dit que cette propension s'interprétait comme la hausse des quantités produites qui résulte d'une augmentation du prix de 1 euro. Donc lorsque le prix du produit augmente de 1 euro, alors la production augmente de 1,4667 unités. De la même façon, on connaissait la pente de la courbe de demande et on avait interprété ça comme une propension marginale à demander. Lorsque le prix du produit augmente de 1 euro, alors la demande diminue de 1,4424 unités. Alors ces pentes, elles nous ont été calculées automatiquement par Excel. Néanmoins, si cela vous intéresse, sachez qu'on peut évidemment les retrouver à la main par un petit calcul mathématique. En réalité, la pente de nos courbes, ici, c'est delta Q sur delta P. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si on cherche par exemple la pente de la courbe d'offre, delta Q, c'est la variation des quantités offertes. Si on s'intéresse à la courbe de demande, delta Q, c'est la variation des quantités demandées. On pourrait dire également, si vous l'avez vu en classe, que la pente de chacune des courbes représente en fait la dérivée de la fonction. Alors à quoi est-ce que ça sert de connaître les pentes de nos courbes? On va d'abord partir de l'analyse d'une courbe de demande. Donc on a demandé, en tout cas on fait l'hypothèse, que l'on a demandé à deux catégories de consommateurs de tomates d'exprimer leur disposition à payer. On le rappelle, les courbes de demande représentent les dispositions à payer des consommateurs. Donc on a un groupe de consommateurs dont la fonction de demande est représentée ici en bleu et un autre groupe de consommateurs de tomates dont la fonction de demande est représentée ici en rouge. On va imaginer au départ qu'un kilo de tomates va se vendre à 6 euros. Si on appartient au premier groupe de consommateurs, alors il y aura 7 consommateurs prêts à payer ce prix de 6 euros. En revanche, si on appartient au deuxième groupe de consommateurs, le nombre de consommateurs sera plus important, il sera un peu supérieur à 10. On va imaginer que pour X raisons, le prix du kilo de tomates baisse. Il passe de 6 euros à 5 euros le kilo. Ça va évidemment avoir des conséquences sur le nombre de demandeurs. Comme on pouvait s'y attendre, si le prix du kilo de tomates baisse, il va y avoir plus de consommateurs pour acheter des tomates. Si on appartient au premier groupe, le nombre de consommateurs va passer de 7 à un peu plus de 8. Il augmente donc. C'est ce que matérialise ici la flèche verte. Même chose pour le deuxième groupe de consommateurs. Le nombre de consommateurs va passer d'un peu plus de 10 à un peu plus de 12. Donc là encore, le nombre de consommateurs va augmenter, mais vous le voyez, cette augmentation ne va pas se faire dans les mêmes proportions. Autrement dit, dans les deux cas, la baisse du prix entraîne la hausse de la demande, mais la sensibilité au prix est plus forte pour les consommateurs du deuxième groupe que pour ceux du premier. Or, vous le voyez, la pente de la fonction de demande du deuxième groupe de consommateurs est plus faible que celle du premier groupe de consommateurs. Autrement dit, plus la pente de la courbe de demande est faible, plus la demande est sensible au prix. C'est ce que je vous ai écrit ici. En réalité, il y a un lien mécanique entre le niveau de la pente et la sensibilité des demandeurs au prix. Donc ça, c'est une première conclusion à retenir. Alors on peut faire exactement le même raisonnement en se positionnant cette fois-ci du point de vue des offreurs.
Donc même chose, on va imaginer qu'on demande à deux groupes d'offreurs d'exprimer leurs coûts marginaux. Je vous rappelle que les courbes d'offres représentent les coûts marginaux des producteurs, ce qui nous permet d'obtenir deux fonctions d'offres matérialisées chacune par une courbe d'offres. Donc on va imaginer comme tout à l'heure qu'on part d'un prix de kilo de tomates de 6 euros. Donc à 6 euros, si on appartient au premier groupe d'offreurs, alors il y aura 9 offreurs prêts à vendre à un prix minimum de 6 euros. Si on appartient au deuxième groupe d'offreurs, alors on sera environ 14, un peu moins de 14, à accepter de vendre à ce prix minimum de 6 euros. Imaginons, comme tout à l'heure, que pour X raison, le prix du kilo de tomates baisse et passe à 5 euros. Ben, ça va impacter le nombre d'offreurs sur le marché. Si on appartient au premier groupe d'offreurs, le nombre d'offreurs passe de 9 à un peu moins de 8. Donc il baisse. C'est ce que montre la flèche verte ici. Et effectivement, c'est logique, hein, si on rappelle le raisonnement. Les offreurs qui étaient rentables à un prix de 6 euros, mais qui ne sont plus à un prix de 5 euros, eh bien, se retirent du marché. Même chose pour les offreurs du deuxième groupe. La baisse du prix entraîne une baisse de l'offre. Elle passe d'un peu moins de 14 à un peu plus de 11. Donc il y a moins d'offreurs, y compris dans le deuxième groupe, sauf que, vous le voyez là encore, la baisse de l'offre est plus forte pour les offreurs du deuxième groupe que pour ceux du premier. Or, qu'est-ce qui distingue chaque groupe d'offreurs? La pente de leur fonction d'offre. On voit que la pente de la fonction d'offre est plus faible pour ce groupe d'offreurs que pour celui-là. Donc une conclusion s'impose, plus la pente de la courbe d'offre est faible, plus l'offre est sensible au prix. Ce sera la deuxième conclusion à retenir. Voilà, cette troisième vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous mets le bilan de ce qu'il faut retenir. N'hésitez pas à faire une pause et je vous dis à bientôt pour la quatrième vidéo de notre série consacrée au marché.